Yo tout le monde, juste un petit mot avant qu'on démarre la vidéo. À la base, ce que vous allez voir là tout de suite devait être une seule grosse vidéo d'un peu plus d'1 heure. Mais après l'avoir montée et mise en ligne sur ma chaîne, je me suis rendu compte qu'en fait YouTube n'aimait pas du tout les formats aussi longs, parce qu'en gros la plateforme, l'a pas du tout mise en avant, quoi. Vraiment, elle a fait genre 50 vues, c'était un petit peu triste. Du coup, plutôt que de laisser une vidéo de plus d'1 heure végéter dans l'algorithme, j'ai préféré la découper en deux parties. Vous êtes donc ici sur la première moitié, qui garde donc tout le fil logique de la vidéo d'origine, rien n'a été enlevé ni modifié. Et la deuxième partie, elle, arrivera très vite, ou est déjà dispo selon quand vous regardez. Donc n'hésitez pas à aller la voir juste après pour avoir l'ensemble complet. Voilà, je voulais juste vous prévenir pour que vous sachiez d'où vient cette division bizarre et que vous ne soyez pas choqués, notamment de la coupure de fin qui va être un petit peu brutale. Accessoirement, en téléchargeant la vidéo depuis YouTube pour refaire ma découpe, parce que malheureusement j'avais perdu la vidéo d'origine, j'ai perdu le 1080p. YouTube m'a rendu une vidéo en 720p, ce qui fait que du coup, là malheureusement vous n'aurez pas de Full HD, mais ça ne devrait pas être non plus extrêmement handicapant. Voilà, désolé, maintenant on peut passer à la vidéo. Yo la team, 3 mois après ma dernière vidéo sur le sujet, on se retrouve sur Lost Ark de nouveau pour discuter une fois de plus de toutes les belles choses qui sont et vont arriver sur le MMO d'Amazon. Comme vous avez pu en être témoin si vous avez zioté un peu ma chaîne, j'ai pas mal couvert le jeu ces temps-ci, à la fois en début d'année avec ma vidéo 5000 heures plus tard, pensée comme une réponse à ma vidéo 4800 heures plus tard, puis en été, suite au Low on Summer, avec ma vidéo du lourd à venir. Et donc, une fois n'est pas coutume, 3 mois plus tard, à la veille du patch d'octobre, au moment où j'écris ces lignes, je me suis dit que ce serait pas déconnant de faire un petit point sur ce qui m'a plu et ce qui m'a moins plu in fine après toutes ces grosses mises à jour, histoire de voir ce qui marche à mon sens et ce que le jeu pourrait encore mieux faire. On va parler de direction du jeu, d'état du jeu et de mes craintes quant à la structure de développement de ce dernier. Afin que cette vidéo reste digeste et pas excessivement longue, je vais tout simplement la diviser en deux parties. D'abord, on va parler des patchs récents sur lesquels je vais surtout donner mon avis plus qu'autre chose, puis ensuite, on va parler du futur du jeu où je vais être un peu plus off-script. Je vais essayer de segmenter la vidéo correctement avec l'outil YouTube afin que vous puissiez y naviguer à votre guise avec la barre de défilement vidéo. Comme ça, si vous en foutez de mon avis et vous voulez juste voir ce qui arrive, vous pourrez directement sauter jusqu'au timecode adéquat. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je sais très bien que cette vidéo va durer facile dans les 1 heure, voire 1 heure et demie, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et que j'ai pas envie vraiment de cut de partout, j'ai pas envie de commencer à réduire mon texte et de ne pas dire tout ce que j'ai envie de dire, parce que ça me frustrerait. Bref, cette intro étant déjà beaucoup trop longue, vu que la vidéo l'est déjà beaucoup trop, attaquons avec la première partie, à savoir les mises à jour de cet été. Tout d'abord, en juillet, Lost Ark a franchi une étape importante dans sa nouvelle direction avec l'introduction du système Paradis, une progression solo et saisonnière dotée de son propre équipement et de classement. L'objectif de ce système était clair, offrir une voie de progression solide aux joueurs sans qu'ils aient à passer par les contenus les plus exigeants et parfois frustrants du jeu, comme les raids ou plus largement le Lobby Finder. On a aussi pu découvrir en juillet Aegir Solo, permettant toujours plus aux joueurs de progresser à leur rythme, ainsi qu'une refonte bienvenue du stockage des skins, remplacé par le skinbook, des tâches d'Una, dont les journalières ont été supprimées, et du système de gemmes. On a aussi vu apparaître le système d'or lié au personnage, le Mokoko Chat, le retour du Mokoko Bootcamp, divers événements de progression, et surtout une myriade de changements de quality of life. Un patch donc massif qui va prendre la majeure partie de cette partie-là de la vidéo, plein de contenu, et que je vous invite à découvrir en détail en description, avec au choix le patch note officiel d'Amazon, ou bien mes dernières vidéos qui le résument à peu près correctement. Pour ce qui est de mon avis global sur ce patch, entrons dans le vif du sujet avec les QOL. Bon, soyons honnêtes de ce côté-là, les QOL qui ont apporté ce patch, c'est clairement des game changers de zinzin. Pouvoir voir directement la puissance de ton personnage ou celle des autres en un seul coup d'œil, c'est hyper pratique, que ce soit pour s'équiper soi-même, pour inspecter les randoms en raid, ou juste pour capter où t'en es globalement dans l'évolution de ton perso, c'est un énorme plus. L'interface avait grave besoin d'un coup de polish, et franchement, ça fait le taf. Même les petits ajouts un peu random, du genre le lounge pendant l'attente en lobby, ça fait plaisir, c'est tout con, mais ça rend le jeu plus agréable. Côté monture, même délire. Le fait qu'elle soit utilisable dans plus de zones, avec les montées et descentes automatiques pendant les sauts ou les transitions de plateforme, c'est super fluide. Il n'y a plus cette sensation d'être constamment coupé dans ton mouvement, et ça rend certaines maps bien moins reloues. Pareil pour le système de gemmes liées, bien plus agréable et vraiment clean pour créer des builds alternatifs. À titre personnel, j'ai directement fait des builds secondaires sur 4 de mes persos dès la sortie du patch, dont mon main, et ça c'est une bonne preuve que c'est un ajout qui a du sens. Le rework des tâches d'Una et du système d'achievement, pareil, c'est une bénédiction. C'est tellement plus clair, tellement mieux organisé et tellement plus intuitif que tu te demandes limite pourquoi c'était pas là depuis le début en fait. Bref, vous l'aurez compris, de ce côté-là, le patch fait grosso modo très bien le taf. Rien à redire sur les changements en soi, mais il y a encore pas mal de petits trucs évidents qui manquent.
Déjà, les montures par exemple, c'est cool de pouvoir les utiliser de partout, mais pourquoi est-ce que je redescends à chaque utilisation de triport ou à la moindre interaction? Pourquoi est-ce que je ne remonte pas automatiquement sur ma monture après avoir cueilli une plante ou parlé à un PNJ? Pareil, c'est un petit détail, mais ça fluidifierait encore plus le tout. Du côté interface, pareil, c'est cool que l'interface de personnage a été polish, mais du coup le reste de l'interface fait encore plus daté. Les icônes en bas à droite de l'écran par exemple, pourquoi ne sont-elles pas contextuelles? Elles devraient clairement s'afficher lorsque j'y passe la souris et disparaître sinon. Pareil pour le panneau de quête, pas d'option de transparence dynamique ou de sliding in and out, ça manque clairement de modernité, surtout pour un jeu en vue top-down qui du coup frôle parfois le look mobile. Toujours pour rester dans le côté interface, il faut aussi savoir que le combat de power qui a été rajouté sur les personnages n'est pas forcément toujours extrêmement accurate. Dans l'ensemble, il fonctionne bien, mais c'est vrai que certaines classes vont avoir naturellement un CP plus élevé que d'autres, ce qui peut parfois un petit peu troubler les joueurs, les valeurs, et être un petit peu frustrant, notamment lorsqu'on cherche à rejoindre un groupe. Lorsqu'on te demande, et au moins 2200 de CP pour rejoindre tel raid, et qu'en fait ton personnage, du fait des différentes gravures qu'il utilise, son CP est naturellement un peu plus faible, voilà, c'est un peu frustrant. Je me doute que ça va être rééquilibré avec le temps, mais parfois c'est pas exactement parfait, et surtout, le système de CP donne beaucoup d'importance à certains trucs et très peu à d'autres, ce qui fait que des fois, tu vas te casser le cul à faire tes élixirs parfaitement, avoir des accessoires qui sont parfaits, et au final, ça te booste pas tant que ça ton CP, alors que juste parce que tu as un bracelet de fou, tu vas gagner 300 points de CP. Voilà, c'est pas ultra égalitaire entre les différents systèmes du jeu. À raison, je suppose, je suppose que le bracelet apporte plus de puissance que améliorer ses élixirs, mais du coup, c'est un petit peu frustrant de voir que parfois, certains joueurs ont en réalité un personnage qui n'est pas si fou que ça à regarder, il a pas l'air magnifique, mais pourtant, son CP est très élevé, juste parce qu'il a eu un god bracelet, ou parce qu'il a des très très belles gemmes. Voilà, par exemple, les gemmes, ça joue énormément. Les gemmes, la différence entre des gemmes 7 et des gemmes 10, ou des gemmes 9, c'est le jour et la nuit. Tu peux gagner jusqu'à 1000 de CP, c'est absolument faramineux. Toujours côté interface, la rigidité, encore une fois, de l'interface force à fixer la barre de sort non-stop pour surveiller ses cooldowns. C'est dommage, vu à quel point le jeu est visuellement stylé, de passer son temps à mater le bas de l'écran au lieu de profiter du combat. C'est un problème qui est mineur en fonction de la classe que tu joues, mais qui peut être assez majeur lorsque tu joues une classe qui, par exemple, demande une rotation stricte avec des cooldowns faibles, du genre, je sais pas, moi je joue par exemple Pistolier Deadeye avec conviction et jugement, ce qui fait que je suis quand même très régulièrement en train de regarder ma barre de sort pour voir quand est-ce que mon Desperado et mon spell qui me permet de mettre le jugement sont de nouveau de retour, parce que je dois commencer ma rotation par ça à chaque fois. Je ne peux pas laisser ces spells hors cooldown et ne pas les utiliser. Pour les tâches d'una journalières, pareil, c'est cool de ne plus les faire tous les jours, bon moi je les faisais déjà plus, mais pourquoi est-ce qu'il faut encore accepter les quêtes hebdomadaires à la main chaque semaine? Est-ce qu'on pourrait pas juste les activer en tâches de fond et les valider une fois les objectifs remplis? Côté inventaire, on a toujours le même souci, dès lors qu'un événement pop, on est rempli à ras-bord très très vite. Est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y aurait pas moyen d'ajouter un onglet de plus dans l'inventaire d'expédition? Ça devient vite ingérable ce bordel, et en prime, tous les trucs qui sont liés au perso, du genre les matériaux de owning de base, ils ont rien à foutre dans l'inventaire de base du perso. Un onglet, comme pour les métiers, ça serait parfait je pense. Enfin, est-ce qu'on pourrait aussi parler du fait qu'avec l'ajout du mode paradis, une page ou deux de plus dans l'arbre de compétences ne serait pas de trop? Parce que bon, quand t'as envie d'avoir une page de raid, une page de gravure de classe secondaire, une page de donjon du chaos, une page de PVP et maintenant une page paradis, ça commence à faire très cher en page de compétences. Et là, j'exagère un peu, mais avoir 3 pages gratuites minimum pour faire genre raid, chaos et paradis, c'est le strict minimum à mon sens. Surtout maintenant qu'il est bien plus simple de créer des builds alternatifs. Bref, vous l'aurez compris, les QL dans l'ensemble sont très bons, je suis en train de chipoter, mais il y a évidemment encore plein de petits ajustements qui semblent évidents et qu'on attend toujours en Big 2025. Évidemment, je me doute que, comme à chaque fois, le Low on Winter va adresser pas mal de ces soucis, mais quand même, j'avais envie de râler un petit peu. Pour ce qui est de la progression avec ce patch, même constat, c'était un excellent patch. Les événements ont été super généreux, que ce soit l'événement des missions de soutien à la progression, le Shop Maharaka ou le Mokoko Bootcamp, tout filait du très bon matos. Mais la vraie surprise, c'était surtout le nouvel Hyper Express et le Path to Valkyrie Event, où je m'attendais à un truc plutôt moyen, mais qu'en fait, ça a été giga généreux. Ça nous montait facilement un perso jusqu'à level 1700, avec notamment tous les coffres supplémentaires bonus, même après avoir fini l'event principal, et résultat, même les joueurs casu peuvent viser le 1680 assez tranquillou, ce qui, faut le dire, te donne quand même accès à tous les raids du jeu, et rien que ça, c'est assez lourd. Côté progression, mention spéciale aussi au buff touché d'Arcturus, étendu à Aegir, à la baisse des matériaux pour le craft de ce même gear, et au nouveau shop solo, qui donne des matériaux T4, dont ceux pour Aegir. Résultat, on est passé de 9 semaines pour crafter l'armure et 14 pour le full stuff avec l'arme, avec genre 2 semaines pour l'armure et 3 semaines et demie avec l'arme. C'est une dinguerie, c'est vraiment le jour et la nuit, surtout en prenant en compte qu'en prime le fait que Aegir soit faisable en solo maintenant. Et
Évidemment, même si je vais en parler plus en détail juste après, je ne peux pas faire une partie sur la progression sans parler de l'incroyable manne de ressources que représente le système Paradis. Chaque semaine, les descentes aux enfers offrent des tonnes de matériaux liés aux personnages, dont des golds, et du coup, pour la première fois en 3 ans de jeu, je peux enfin faire progresser mes personnages secondaires à leur rythme, sans empiéter sur les ressources d'un autre personnage. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est agréable, je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point c'est cool de ressentir de la progression hebdomadaire sur chacun de ces persos de manière individuelle. Mention spéciale, une fois de plus ici, pour les coffres de Special Honing qui te gavent en composant pour tenter des free taps et qui, à titre personnel, m'ont chaque semaine permis de passer entre 2 et 5 stuff plus 1 sur mes persos, notamment mes alts, un vrai banger. Bref, du coup, côté progression, encore une fois, les patchs dans l'ensemble sont excellents, donc difficile de trouver beaucoup de matière à critiquer en soi. Mais en revanche, pour la progression de manière générale dans le jeu, on ne peut pas encore en dire autant. Déjà, le gros nerf des matériaux requis pour le Gira Aegir me fait encore me demander pourquoi est-ce que les nouveaux systèmes de progression dans le Stark sont toujours aussi longs à compléter. 2 à 4 semaines grand max devraient suffire pour n'importe quel système, même à la sortie. Pas besoin d'étaler ça sur 3, 4 mois, surtout quand c'est lié au raid et sans pay to win possible. Genre là, typiquement, pardon, mais le système de karma, il faut vraiment aller se faire foutre 2 minutes. Il faut que tu clears le raid genre 25 fois en normal mode pour avoir suffisamment de potions pour débloquer toutes tes armes. Putain, on souffle comment c'est bad long, c'est genre 6 mois à faire le même raid. C'est con, c'est surtout très con quand tu sais que tu peux push l'e-level de tes personnages et donc du coup techniquement faire des raids d'au-dessus, mais voilà, tu seras refusé en lobby finder parce que t'as pas encore fini le système d'avant. Et tu peux pas le finir, pas parce que t'as pas les golds ou que t'as pas les ressources ou que t'as pas le temps de jeu, mais juste parce qu'il faut que t'attendes le weekly lockout à chaque fois. Et c'est frustrant. Parce que là, on parle de 6 mois d'attente. 25 fois à clear le truc, c'est 6 mois. Et je me doute que ça va être nerfé à un moment. Et là, dans l'état actuel du truc, c'est vraiment catastrophique. Un juste milieu entre le tout de suite et le 4 mois d'attente, ce serait pas mal. Accessoirement, l'onboarding des nouveaux joueurs reste toujours aussi bancal, en grande partie à cause des vieilles casseroles qu'on traîne encore aujourd'hui sur le jeu. Typiquement, la dead zone entre 1300 et 1415 n'a jamais été vraiment adressée. Elle n'est pas ultra violente, mais quand même, elle est là. Pareil pour celle entre 1600 et 1620. Plus ultra violente, mais quand même présente. Et le fait, de manière générale, que le T3 soit encore perçu comme une vraie phase de progression sérieuse en 2025, pardon, mais c'est presque comique. À ce stade, ça devrait fonctionner clairement comme le T2, à savoir tu fais une quête, tu bats Valtan parce qu'on te demande de battre Valtan, et boum, ton stuff passe directement en 1430, t'as de quoi crafter tout ton gear, etc., etc. Un peu comme les Story Express à l'époque, qui ont d'ailleurs été complètement abandonnés. Mais non, à la place, nous, on a encore des quêtes guides floues, mal foutues, avec un système qui demande aux nouveaux joueurs d'attendre le reset hebdomadaire pour pouvoir crafter le stuff Valtan, Vikas, Brel, Akan, etc. Alors même que tout ce contenu ne coûte littéralement plus rien aujourd'hui. C'est complètement stupide, c'est complètement absurde. Et ça dégoûte tes joueurs, hein. Parce que clairement, un mec qui débarque, ou même si tu lui demandes d'attendre ne serait-ce qu'une ou 2 semaines pour Valtan ou Vikas ou Brel ou je sais pas quoi, ça va le faire chier, quoi. Ça va vraiment, vraiment beaucoup le faire chier, il va avoir l'impression d'être sur un jeu mobile, et il va pas comprendre pourquoi ça marche comme ça. Quand un système de progression, c'est le dernier qui est sorti, à la limite, ça fait du sens que tu attendes beaucoup. Parce que, il faut attendre le prochain contenu, donc c'est pas grave, tu fais tes raids en attendant que le prochain contenu sorte, et d'ici à ce que le prochain contenu sorte, t'auras fini ton système de progression. Mais là, ça n'a pas de sens. Un mec qui arrive sur Valtan, il est littéralement au tout début du T3, il a encore 1000 heures de jeu devant lui avant d'atteindre le endgame. Pourquoi est-ce qu'on lui demande de revenir la semaine prochaine? C'est complètement absurde. Enfin, non, c'est pas absurde, hein, évidemment, c'est calculé, parce qu'il faut bien vendre des power pass, mais pour moi, c'est une stratégie économique qui est ratée. Ok, à court terme, peut-être que ça te rapporte un peu, mais à long terme, ça dégoûte les nouveaux, ça donne une image floue et surtout hostile de ton jeu, et ça empêche le Stark de capitaliser sur son contenu existant. Il y a des raids trop bien au T3, et toi, au lieu de te dire, putain, mais ce raid est trop bien, tu vas te dire, putain, mais ce raid, je dois le refaire la semaine prochaine, sans aucune raison. Bref, 3 ans après, Lost Ark, on va en reparler après, vous inquiétez pas, Lost Ark reste un jeu à adhésion cyclique, dont l'expérience est nettement meilleure pendant les gros événements de type Hyper Express et Power Pass ou Ignite Server, et beaucoup trop minimale en dehors de ses fenêtres. Et ce, malgré l'ajout du système Paradis, parce que Smilegate et AGS sont incapables de nerfer leur système de progression suffisamment et dans les temps. C'est dommage. Pour finir sur le côté négatif du patch, je vais revenir vite fait sur les raids solo, parce que j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo, le fait qu'on ait que jusqu'à Aegir, pour moi, c'est trop limité. Franchement, le jeu gagnerait à proposer une version solo pour quasiment tous les raids. J'espère que le futur système de mercenaires viendra corriger ça, mais en attendant, j'aimerais bien que Smilegate bosse les versions solo en parallèle des raids normaux, histoire qu'on n'ait pas des mois à attendre entre une sortie de raid normale et une sortie de raid en mode solo. Enfin, impossible de parler de la mise à jour de juillet, littéralement intitulée Bienvenue au paradis, sans parler du fameux système paradis, justement. Honnêtement, sur le papier, je dirais que c'est une vraie réussite. Ce n'est pas parfait, évidemment, on va en reparler, mais le cœur du système est solide. AGS voulait une progression alternative, un peu random, détachée du grind habituel, et c'est réussi. Le creuset, en particulier, à la sortie du système, à la sortie des nouvelles saisons, je kiffe. Le 1v1 contre le boss, sans tous les systèmes accumulés depuis le T1, ça te pousse à vraiment redécouvrir ton perso, tu bosses ta rotation, tu tryhards pour avoir la run parfaite ou tout crit, et tu te bats
compte le chrono, tout ça en fonction de ton niveau de Gear Paradis. J'ai trouvé ça super addictif. Je me suis surpris à refaire le boss en boucle pendant des heures, sur plusieurs persos, juste pour gratter quelques secondes. Accessoirement, l'ajout de l'Hyper Awake et du T-Skill finalement débloquable à partir de 1680 plutôt que de 1640, pour aider les joueurs encore au T3 à profiter du système, c'est très cool. Et derrière, t'as évidemment les enfers qui balancent des centaines de matériaux sans trop forcer, c'est hyper généreux et ça fait clairement partie de ce qui rend le système si cool. Évidemment, pour l'instant, les raids restent tout de même nécessaires à la progression, notamment pour couvrir les dépenses en gold que les enfers ne proposent pas à chaque run, mais le système reste un vrai grand pas dans la bonne direction qui, sous couvert d'un bon entretien au fil du temps, pourrait s'affirmer comme une véritable clé de voûte de la progression du jeu. Pour ce qui est des points négatifs maintenant, déjà, faut prendre tout ça avec du recul évidemment, puisqu'on n'en est qu'à la première itération du système, donc c'est balbutiement, et le truc est voué à évoluer avec le temps, donc je m'inquiète pas trop. Mais justement, c'est maintenant qu'il faut poser les doutes pour l'aider à évoluer dans le bon sens. Du coup, je vais rapidement faire une petite liste des quelques soucis qu'a le système. Évidemment, la plupart des gens qui ont joué peuvent complètement comprendre quel est le souci du système de manière générale, et à la fin, je vais donner mon avis global sur le système dans sa généralité. Déjà, certaines classes ne fonctionnent pas vraiment sans leur illumination. Ça, c'est le truc le plus évident que tout le monde a remarqué. Je pense notamment à des classes comme la démoniste, qui sont forcées de jouer avec leur spell de base plutôt que leur transformation, parce que sans l'arbre d'illumination actif, les spells en forme de démon ne scale pas du tout, donc tu fais pas de damage. Pareil pour les classes comme le Deadeye, qui ne peuvent plus jouer en pistolero et sont forcés de basculer sur les shotguns. C'est pas non plus ultra handicapant, mais forcément, pour ceux qui aiment bien jouer ces classes d'une certaine manière, c'est moins fun, et ça leur force à apprendre des rotations qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer. Et puis évidemment, il y a aussi des classes comme la Valkyrie, chez qui on peut noter un manque de dégâts assez flagrant, en mode paradis, ou encore la Reaper, clairement des classes où tu te rends compte qu'en fait les classes n'ont pas été pensées à la base pour le T1, et du coup, lorsqu'elles se retrouvent sans toute la progression qu'on a fait du T1 au T3 au T2, enfin au T2 au T3 au T4, ils se retrouvent avec un manque de dégâts qui est assez conséquent. Ensuite, parlons rapidement de qualité de vie. Devoir quitter chaque fois un mode pour en rejoindre un autre dans le système paradis, et par conséquent doubler le nombre d'écrans de chargement requis, c'est juste non. Je devrais pouvoir clairement passer de Élysée à Creuset, l'un depuis l'autre. J'ai pas besoin normalement de sortir du système et de re-rentrer dedans. C'est complètement con, c'est super chiant, non. Voilà. En plus, l'animation du système de résonance, quand chaque semaine, chaque perso se retrouve avec entre 30 et 50 clics de disponibles, pitié, mais tuez-moi tout de suite, MDR, c'est quoi cette merde? Clairement, il faut que ça aille beaucoup plus vite, parce que la petite animation à chaque fois, non. Voilà. Et évidemment, la méthode pour essayer de skip l'animation, bon, c'est un truc qui se taper un canal carpien au bout de 2 jours, c'est pas possible en fait. Côté récompense des enfers, même si l'ensemble est plutôt génial, je vais être obligé un petit peu de critiquer certaines qui n'ont pas beaucoup de sens. Par exemple, les coffres d'accessoires, c'est le plus flagrant évidemment, parce qu'ils sont complètement inutiles en fait. Le concept fonctionne très bien pour les bracelets, parce que tu peux affiner tes bracelets avec de l'argent, mais ici, le système te donne accès à des accessoires de haute qualité, mais sans te donner les fragments d'affinage spéciaux dont tu as besoin pour les améliorer. Résultat, tu as plein d'accessoires très prometteurs dans ton inventaire, mais que tu ne peux pas vraiment tester. Cette récompense doit clairement être revue, soit AGS ajoute les ressources nécessaires à l'affinage dans les coffres, soit les accessoires devraient tomber déjà partiellement affinés, avec de bonnes lignes, du genre Outgoing Damage, Additional Damage, Crit Damage, etc., etc. On pourrait même imaginer un système où, au lieu d'avoir plus d'accessoires à chaque étape, on augmente plutôt les chances d'obtenir de meilleures lignes selon la difficulté. Enfin, selon les tâches qu'on a atteintes, pardon. Par exemple, si tu es à l'étage 100, on peut imaginer que tu drops obligatoirement un collier avec 3 lignes légendaires garanties parfaites. Voilà, de toute façon, ces accessoires sont liés au personnage, donc aucun risque d'abus, et comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, les accessoires n'ont pas réellement un impact aussi vénère que l'on peut penser sur notre CP par exemple, sur notre combat de power. Bref, évidemment, là je parle des accessoires, mais c'est pas un problème que d'accessoires, j'en parle parce que c'est le plus flagrant, mais selon la progression de ton personnage, quand tu vas aux enfers, beaucoup d'autres coffres deviennent vite inutiles, comme les shards, les silver, voire le gear paradis, qui fait pas le figure face aux coffres de special honing ou de bound gold. Loin de moi l'idée de cracher dans la soupe, les enfers restent très généreux, bien sûr, mais la frustration est parfois réelle quand après une bonne run des enfers, genre t'atterris étage 90, étage 100, tu te retrouves avec 4 coffres sans intérêt. Henry, lors de la team update du mois de mai, je tiens à rappeler, disait justement que le choix multiple à la fin des runs des enfers devait justement réduire la RNG. And because there's already a lot of luck involved with this system, we wanted to kind of implement something to mitigate that. So at the end of it, you're going to be presented with 3 options, when you finish your key, that you can choose between. So you can pick what you need most to progress between those 3 options that you receive. We think this type of choice will help balance out some of the other RNG of this system and let you choose what you need the most at that time. There's a ton more... Et en pratique, même si techniquement ça le fait, ça marche pas toujours. Le reward pool est juste trop large, trop dilué, et donc certains coffres gagneraient vraiment à être fusionnés, comme Shard plus Silver ou Legacy Material plus Legacy Random, etc., etc.
Ou alors, à la limite, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tous les coffres comme ils sont actuellement, mais on met une base qui est toujours la même dans chacun des coffres. Comme ça, on se dit que même si on prend un coffre qui, par exemple, de Shard, qui nous sert à rien du tout, on a quand même un autre coffre dans celui-là, qui nous donne quand même des ressources dont on a besoin. Maintenant, voilà, ça c'était pour globalement les petits soucis dans l'ensemble du système. Maintenant, pour ce qui est de la globalité, ce que je pense du système, ma seule réelle déception reste le manque de difficulté des boss du Creuset, notamment à la fin de la saison. En fait, que les boss des premières semaines soient des punching balls glorifiés, à la limite, je m'en fiche. Parce que de toute façon, le système a pour but de rester casu. En revanche, c'est vrai qu'avoir des boss, par exemple, de semaine 11, 12 ou 13, parce qu'actuellement, ça s'arrête à la semaine 10, avec un classement secondaire alternatif et qui proposerait un vrai challenge à la Prokel, bah, ça aurait pu être grave stylé. Notamment car, avec le temps, en fait, le lissage global des niveaux de Gear Paradis crée un classement qui est assez rigide et monotone sur la fin. Vu que tout le monde a plus ou moins les mêmes points et que maintenant les chiffres ne varient pas aussi drastiquement qu'au début de la saison, bon, bah, on se fait un petit peu chier. C'est-à-dire que si ton personnage, il a un gear qui le fait à peu près atterrir dans le top 5%, il va globalement faire chaque semaine top 5%. Parce que c'est très dur de vraiment, à part si tu as énormément de chance d'un seul coup, de vraiment gagner ou perdre des points, quoi. Bref, un petit côté challenge bonus n'aurait pas été de trop à mon sens, donc je croise les doigts pour que les prochaines saisons voient peut-être des ajouts allant dans ce sens, sans pour autant nécessairement dénaturer le côté casu-friendly, pas prise de tête du système, et de manière générale, j'ai confiance en ce que AGS, Tencent et Smilegate peaufinent ce mode avec le temps. Mon objectif, c'est pas de me retrouver avec des classements obligatoires à faire, il faut vraiment tryhard ta grand-mère si tu veux avoir des récompenses et tout, c'est pas ça, j'aimerais juste que je puisse m'amuser en dehors de faire les raids, juste à faire des 1v1 contre les boss, parce que pourquoi pas. Voilà donc qui conclut la partie sur la mise à jour de juillet, enfin presque. Dans l'ensemble, comme vous l'avez compris, le patch bon, déjà est massif, et surtout un joli 8, voire 9 sur 10, avec énormément de bonnes choses. Bien que certains défauts soient toujours évidemment présents, inutile de bouder son plaisir, le système Paradis est une réussite dans les grandes lignes, les changements QOL sont géniaux, et globalement, la progression était incroyable pour les joueurs cet été. Franchement, c'est globalement nickel. En vrai, le pire truc qui aurait pu arriver avec cette mise à jour, ça aurait été un délire du genre, un nouvel abonnement Pay to Win qui débarque dans le cash shop sans aucune annonce d'AGS auparavant. Genre imagine, voilà, ça fait des mois qu'ils communiquent à fond avec des dev posts, des vidéos YouTube, des team updates tous les 4 matins, et là, bam, dans le patch note de juillet, tu découvres un truc du style, les gars, ça vous dirait de payer 5€ par personnage pour des aperçus du destin en plus, MDR? T'imagines le bordel? Heureusement, AGS n'a pas fait ça, évidemment, lol. Du coup, bon, blague à part, le mois de juillet sur Lost Ark a aussi vu l'arrivée inopinée, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une nouvelle option Pay to Win, sous le doux nom de Bénédiction d'Azena. Je vais faire une grosse aparté sur ce système, donc si vous n'avez pas envie de l'entendre, si vous en battez les couilles, vous pouvez skip. Bon, pensez comme un abonnement optionnel, un peu comme l'aura cristalline, celui-ci se distingue par deux grosses différences. Déjà, il ne s'obtient qu'avec de l'argent réel, tu peux pas l'avoir avec de l'or, et surtout, il s'applique par personnage et non pas sur tout le compte. C'est une première pour le modèle économique du jeu. Alors, concrètement, avant que je vous donne mon avis dessus, qu'est-ce qui fait cet abonnement? Sur le perso que tu sélectionnes, tu gagnes un petit coffre bonus à la fin de tes 3 raids hebdomadaires, un coffre quotidien avec 10 matériaux de fusion, soit 280 sur 28 jours, une potion pour consommer plus vite ton énergie de métier, un buff de nourriture permanent, donc plus besoin de bouffer avant chaque raid si t'as des problèmes de mana, et un petit bonus de dégâts en donjon du chaos. Jusqu'à là, rien de fou, bon, je suis pas ultra content de voir que les problèmes de mana de certaines classes sont réglés par une option qu'on te vend, bref. Mais bon, jusqu'à là, ça reste du pur confort. Mais le vrai intérêt, c'est qu'il permet à ton perso, pendant ses runs de gardien ou de Curzan Front, de drop un nouveau type d'aperçu du destin, ce qu'on appelle les bénédictions du destin, avec une table de loot très similaire aux aperçus classiques, mais sans les récompenses nulles habituelles, du genre les silver ou les coffres de matériaux. En gros, c'est une Fate Ember classique, mais sous stéroïdes. T'as genre 50% de chance dedans d'avoir au moins 10 000 gold. Alors, bon, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, remettons les choses au clair. Lost Ark est pay to win. Voilà, c'est pas une surprise, c'est pas une insulte, c'est juste un fait. Que le jeu soit accessible en free-to-play ou pas, que ce soit un pay to win light du type pay to fast ou pay to win pur et dur, peu importe, c'est objectivement un jeu où tu peux payer pour avoir un avantage. Donc oui, une option pay to win de plus, c'est pas idéal, mais c'est pas non plus le scandale du siècle. Quand je vois certains qui ont explosé sur Reddit à l'époque, j'ai un peu l'impression que certains oublient à quel jeu ils jouent. Cela dit, il faut quand même reconnaître que pour la première fois en presque 4 ans, Lost Ark introduit un abonnement par personnage. Et ça, c'est un précédent qui peut faire un peu peur. Les optimistes diront que c'est peut-être un pas vers moins de dépendance aux alts, les pessimistes, eux, y verront juste une preuve d'avidité supplémentaire et un modèle encore un peu plus anti-consommateur. Personnellement, en bon joueur free-to-play, je suis évidemment plutôt du côté négatif de la force, par prudence. Mais soyons honnêtes, c'est pas non plus ce petit abonnement à 5 balles qui va me faire désinstaller le jeu demain. Il y a des gens qui peuvent lâcher des 2000 € dans le jeu et devenir extrêmement fort d'un coup. Bon, 5 balles de moins, 5 balles de plus, voilà. Accessoirement, en parlant de ça, justement, il faut aussi dire que Lost Ark est un jeu qui, de manière générale, n'a quasiment aucune offre pour les light spenders, ceux qui veulent pas mettre beaucoup d'argent dans le jeu. À part le Battle Pass à 15 € tous les 3 mois et de temps en temps certains
certaines offres qui peuvent être vite fait intéressantes dans le shop, mais qui sont très sporadiques, tout est globalement pensé dans le Stark pour les whales. Donc là, voir un abonnement à petit prix qui s'adresse enfin aux joueurs lambda, c'est-à-dire ceux qui veulent mettre que quelques euros de temps en temps, franchement, sur le papier, c'est pas non plus une mauvaise idée. Qu'on le veuille ou non, un MMO a besoin de financement, et viser un public plus large que le top 20% des gros spenders, je pense que c'est plutôt sain. Bon, maintenant, la vraie question que vous attendez tous, c'est, alors, est-ce que c'est rentable, cet abonnement? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter, ou est-ce qu'on s'en bat les couilles, hein? D'un roulement de tambour, oui, et même plus que rentable. La bénédiction d'Azena, c'est littéralement complètement broken. Pour 5 euros sur 28 jours, si tu joues un minimum chaque jour, juste tes gardiens et ton Curzon Front, hein, tu récupères entre 200 000 et 400 000 gold de value. Facile, c'est énorme. À titre de comparaison, dans le cash shop, je tiens à rappeler que 10 euros, c'est 40 000 gold. Tu vois la différence? Et le RMT illégal, hein, accessoirement, même là, c'est moins rentable, parce que 10 euros au RMT illégal, c'est genre 100 000 gold. Là, on parle donc d'une offre qui est 4 à 8 fois plus intéressante que les RMT illégal, et jusqu'à 20 fois plus intéressante que le RMT légal. Et le mieux, c'est que ces Blessed Ember peuvent tomber sur n'importe quel gardien ou donjon du chaos. Donc même, si tu es un nouveau joueur, tu commences, tu es en train de faire le T2, le T3, et que tu prends cet abonnement, bah, tu vas le rentabiliser en fait dès le départ, avec beaucoup de ressources en plus, par rapport à là où tu es dans le jeu, quoi. Pour bien tout mettre en perspective, pour ceux qui ont du mal à se rendre compte d'à quel point est-ce que c'est rentable? Techniquement, sur le papier, il faut bien comprendre que concrètement, si tu drops une seule Fate Ember à 20 000 gold, donc une seule, hein, sur les 28 jours, hein, tu as déjà techniquement remboursé ton abonnement. Et crois-moi, tu feras bien plus que 20 000 gold. Facilement dans les 100 000 gold minimum. C'est une offre qui est juste ultra attractive, clairement pensée pour les joueurs réguliers et qui n'ont pas beaucoup non plus d'argent à mettre dans le jeu. Mon conseil du coup, bon, si vous pouvez vous le permettre, et surtout si vous en avez envie, prenez la bénédiction d'Azena uniquement sur les persos que vous jouez vraiment. Personnellement, le premier mois, je l'ai pris juste sur mon main, le deuxième, je l'ai pris sur mon main et ma Valkyrie, et bientôt, je le prendrai probablement juste sur mon main, parce que bah, ça y est, je vais arrêter de jouer ma Valkyrie, parce que les études ont repris, tout ça. Parce que je savais que j'allais les jouer tous les jours, donc aucun risque de ne pas rentabiliser. Mais vu que mes autres persos, ben, je fais leurs dailies que sous repos, donc un jour sur 3, clairement, j'ai pas la peine de payer pour ça. Et je reste un joueur semi-casuel. Si je paye l'abonnement sur tous les persos, bon, déjà, ça fait 30 euros par mois à l'aide. C'est une connexion internet en plus, quoi. Mais surtout, flemme de transformer le jeu en job, parce que du coup, je vais avoir envie de faire mes dailies à chaque fois. Donc voilà, si vous jouez régulièrement et que vous aimez vos persos, c'est une offre qui est rentable, pratique, et franchement, pas si scandaleuse que ça. Après, évidemment, il y a aussi une question d'éthique et de morale derrière la pratique de base, hein, parce que ça reste du pay to win dans tous les cas. Donc, je comprendrais complètement, ou pay to fast si vous préférez, parce que je sais qu'il y en a qui s'énervent dès que je parle de pay to win, mais bon, c'est vraiment la même chose, hein, les gars, on est sur le même spectre. Il faut arrêter de faire de la gymnastique mentale, mais vas-y, je vais pas revenir dans ce débat. Donc, je comprendrais complètement que ça vous rebute dans tous les cas, voilà, juste parce que la pratique, vous n'aimez pas. Mais sans vous dicter ce que vous devriez faire, je dois rester honnête et vous avertir sur le fait que l'abonnement, bah, il est vraiment très rentable. En résumé, la bénédiction d'Azena, c'est un abonnement pay to win à la fois inquiétant et redoutablement efficace. Inquiétant parce qu'il introduit pour la première fois un modèle par personnage, ce qui crée quand même un précédent pas forcément rassurant pour l'avenir, mais efficace parce que dans les faits, c'est ultra rentable. Pour quelques euros, tu récupères une valeur de gold largement supérieure à tout ce que propose le cash shop ou même le RMT, donc c'est pas mal. Alors oui, c'est clairement du pay to win en plus, mais personnellement, je trouve que c'est loin d'être plus scandaleux que tout ce qu'il y avait avant dans le jeu, surtout dans un jeu où la plupart des offres s'adressaient jusqu'à là au whale, quoi. C'est juste une évolution à surveiller. Bonne nouvelle, entre guillemets, pour les joueurs modérés qui n'ont pas de problème avec l'idée de financer leur loisir, leur divertissement, mais aussi un signal un peu flou sur la direction économique du jeu. Maintenant, si ça permet au jeu de continuer de survivre pendant longtemps, de maintenir les serveurs à flot pendant longtemps, je vais pas non plus trop me plaindre. En revanche, là où je vais copieusement pas me gêner pour insulter les grands morts à AGS, c'est sur la question de la communication. Juste, voilà, désolé, mais non, hein, ce qui s'est passé avec cette bénédiction d'Azena, c'est pas possible en fait. C'est juste une énorme insulte à tous vos consommateurs, en les prenant cordialement pour des gros cons, hein, vous les prenez pour des bouffons. Qui est le fils de pute, exactement, qui, lors de votre réunion, a répondu à la question comment introduire cette nouvelle option dans notre cash shop, en disant « Ok les gars, j'ai une bête d'idée, on ne dit strictement rien malgré nos 728 blog posts et nos 436 dev updates sur YouTube, et on lâche l'info comme ça, sorti de nulle part, dans le patch note, avec du patch. Comme ça, ces gros bouffons de joueurs, ils voient rien venir, ils s'énervent l'espace de quelques heures, le temps que la pilule passe, et puis hop, c'est réglé, la mise à jour s'applique et eux, ils oublient. » Bah non, en fait, hein, qu'on me donne le nom de ce fils de pute, histoire que je lui flèche son oncle, c'est vraiment pas possible, c'est le move le plus astro-shady d'Europe, surtout en Big 2025 pour une communauté de MMO. Hein. Je tiens à rappeler qu'on n'est pas sur Roblox, là tu parles à des adultes, ils se rendent compte que tu es en train d'essayer de les enculer, ils sont pas complètement cons non plus, enfin j'espère. Et surtout, en plus, en vrai, hein, comme je l'ai expliqué il y a 2 secondes, l'abonnement n'a rien de particulièrement scandaleux. Donc t'aurais juste pu faire un petit aparté de 10 secondes pour expliquer le concept en amont, pendant, je sais pas, l'un des Iron Arcadia ou l'un des blog posts avant la mage, et ça aurait suffi en fait. Mais vous, à la place, vous avez décidé de faire vos grosses salopes et de lâcher ça comme un cheveu sur la soupe, voilà, full random, la veille du patch, histoire de juste enculer la confiance récente de vos joueurs l'espace d'une journée. C'est vraiment complètement con. Voilà.
J'ai pas compris ce délire. Ça, par contre, c'est le point le plus négatif pour moi de cet abonnement. Au final, c'est ça. C'est comment est-ce que vous l'avez introduit dans le jeu. C'est con. Tout le monde sait qu'un jeu a besoin d'argent pour survivre. Tout le monde sait que le jeu est pay to win. Assumez, en fait. Portez vos couilles. Dites-nous, bon, les gars, on sort un nouvel abonnement parce qu'on a besoin de faire de la thune. Fin. Genre, les gens préfèrent la transparence de manière générale. Bref. Pour finir, avant de revenir sur les mois suivants, dont je vais parler de manière beaucoup plus succincte que celui-ci, ne vous en faites pas, je vous en rassure. Je vous rassure, c'est juste que celui-là est extrêmement dense. J'aimerais quand même faire une petite aparté supplémentaire sur l'éléphant dans la pièce pour nous autres francophones depuis le patch de juillet, à savoir le fait que le patch a, grosso modo, cassé le jeu en français. Bon, si vous avez eu mon tuto de 3 minutes sur la chaîne, vous savez qu'il y avait une manip ultra simple à faire pour forcer la langue FR malgré l'arrêt officiel du support. Et ben maintenant, c'est techniquement fini, enfin c'est fini ou presque quoi. La manip, techniquement, elle marche encore, mais les textes et certaines voix anglaises maintenant disparaissent complètement en FR, enfin depuis le patch de juillet quoi. Résultat, tout ce qui est nouveau, du genre système paradis, event, skin, quête doublée, il n'y a plus rien d'écrit quoi, c'est vide à l'écran, littéralement tu ne vois plus rien. Donc c'est injouable, sauf si tu connais le jeu par cœur. Comme je l'ai expliqué en détail dans la description mise à jour de ma vidéo, pour les nouveaux qui veulent juste kiffer le leveling, ça passe encore. La majorité du jeu restera suffisamment traduite pour être plus que jouable. Mais pour le endgame, en revanche, faut passer à l'anglais. Honnêtement, c'était assez prévisible, on savait que ça finirait par péter, mais quand même, je me permets de faire un gros doigt à travers mon écran à AGS, parce que vous êtes des clébards sur ce cours, zéro solution proposée, zéro alternative, c'est clairement du foutage de gueule. Quand t'es Amazon avec les moyens que t'as, ne pas être foutu d'offrir une option de cohabitation des langues, ne serait-ce qu'une option de cohabitation des langues, c'est honteux en fait. Sans parler du fait que l'excuse, accessoirement, c'était on n'a pas le temps de traduire si on veut sortir les patchs rapidement après la Corée, alors que bon, déjà... Kazeros en Corée est sorti en août, chez nous il sort en novembre, donc Théma, la rapidité de sortie de patch, on n'est pas non plus collé à la Corée, mais surtout, deuxièmement, si ton problème c'est que t'as pas le temps, t'es pas obligé de supprimer la langue en fait, tu pouvais juste, je sais pas, faire en sorte que les patchs français et allemands arrivent 1 à 2 mois de retard sur le patch de contenu. Mais voilà, à la place, vous avez préféré faire des coupures de budget, gagner de l'argent, et ne plus vous casser le cul à faire des traductions en anglais et en allemand. Donc c'est chiant. Et le pire, c'est que ça me pète les couilles, alors que j'ai personnellement aucun souci avec l'anglais, perso. Mais bon, faut penser aux autres. Il y en a pour qui le français est la seule porte d'entrée dans le jeu, et leur retirer ça, c'est leur cracher à la gueule, surtout quand t'as promis une version FR. Tu la maintiens jusqu'au bout, ou tu trouves une alternative viable, point. Pas juste de « Ah, au fait, plus de français ». Ça, c'est pas possible. Du coup, de l'autre côté, il n'y a pas vraiment de solution, à moins qu'un modeur de génie sorte un patch maison, le jeu sera plus vraiment navigable en français, il faudra passer à l'anglais. À titre personnel, j'ai mis les voix en française quand même dans le jeu, pour profiter de nos super doubleurs VF, et j'ai gardé le texte en anglais, parce que sinon je ne vois pas ce qui est affiché à l'écran. En attendant, je vous invite à soutenir le mouvement Stop Killing Games, dont je vous mettrai un lien en description, parce que ce genre d'abus ne devrait pas pouvoir continuer en toute impunité, et que, ce mouvement, au moins, il va un petit peu dans cette direction-là. Maintenant que le gros morceau de juillet est passé, avec toutes les apartés qu'il y avait dedans, passons au mois d'août. Du coup, le mois d'août sur Lost Ark, c'était grosso modo le mois de la Valkyrie, une nouvelle classe capable de jouer support ou DPS avec ses skins et ses quêtes dédiées. Le patch a aussi introduit le Trust Point System pour mieux encadrer les échanges d'or, ainsi qu'une refonte de l'Ebony Cube, qui donne plus de gemmes maintenant, mais avec un taux de tickets réduit. On a également découvert le Mileage Shop, qui récompense les dépenses de cristaux royaux, et le retour de la fameuse Golden Frog avec sa boutique spéciale, l'un des outils les plus efficaces d'AGS pour combattre l'inflation et faire baisser les prix en jeu. Quelques améliorations d'interface sont également venues compléter le tout, ainsi qu'un Curzan Pass supplémentaire, mais clairement, la star du mois, c'était la Valkyrie. Du coup, très rapidement, qu'est-ce que je pense de tout ça? Bon, déjà, je suis très fan de la Valkyrie, à vrai dire, vous l'avez compris si vous avez regardé ma dernière vidéo, mais je suis globalement très content de la direction qu'a prise Lost Ark avec ses classes support de manière générale, en permettant à leur spec DPS de devenir viable. J'ai même profité du Curzan Pass supplémentaire arrivé avec le mois d'août, pour me créer un petit paladin en plus, en dehors de mon roster 6, que je monte de temps en temps. Pour ce qui est de la Valkyrie, on est sur un superbe perso visuellement, très moderne et chill à jouer avec des gros chiffres dont je raffole et qui a pu allègrement profiter de tous les événements de progression de cet été pour atteindre le 1710 level en l'espace d'une semaine et demie. Franchement, je me suis régalé. Pour ce qui est du Trust Point System et les régulations plus strictes du marché de manière générale, je trouve personnellement que toute méthode pour rendre la vie des vendeurs et acheteurs d'or compliquée est bonne à prendre. En revanche, je n'ai pas vraiment l'impression non plus que ça ait eu beaucoup d'effets. Autant les bots, bon, ça c'est sûr qu'ils en ont pris un sacré coup, autant je ne pense pas que les busseurs et les vrais joueurs qui veulent faire leur thune avec ces méthodes, c'est-à-dire qui génèrent des golds avec des comptes secondaires et ensuite revendent ces golds-là, je pense pas qu'ils ont été particulièrement gênés. En tout cas, des quelques échos que j'ai eu de ce marché rempli de fils de pute, les prix n'ont pas particulièrement bougé en bientôt 3 mois d'application de la nouvelle politique plus restrictive. À voir donc ce que ça donnera sur le plus long terme, mais pour l'instant, rien de bien fou. Côté modification de l'Ebony Cube et arrivée de la Golden Frog, c'est du tout bon de mon côté. Moins de cubes à faire overall, j'en suis ravi, vu que c'était un contenu qui m'ennuyait de fou malade. Et le prix des bouquins reliques a raisonnablement baissé grâce à la Frog. À vrai dire, elle aurait même pu rester quelques semaines de plus, parce que dès lors qu'elle est partie, les prix ont de nouveau explosé.
Par contre, le fait de pouvoir échanger ces tickets de cube contre des clés des enfers a assez drastiquement fait augmenter le prix des gemmes, ce qui n'est pas foufou. J'espère qu'avant la fin de l'année, le shop solo proposera des gemmes 7 gratuites sur nos persos, parce que les gemmes 6, c'est pas foufou non plus. Pour finir, mon seul vrai point négatif avec ce patch du mois d'août, selon moi, c'est le Mileage Shop. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'avais plus ou moins traduit ça comme une boutique de fidélité, parce que sur le papier, c'est toujours ce que j'ai compris du mot mileage. Eh bien, mea culpa, c'était un peu une fake news. En réalité, ce Mileage Shop n'a rien d'une vraie boutique de fidélité, enfin du moins ce que moi je considérais comme une boutique de fidélité, puisqu'il s'agit simplement d'une boutique bonus où l'on peut dépenser une monnaie spéciale obtenue en achetant des cristaux royaux. Et c'est là que je trouve le concept un peu trompeur. Pour moi, une boutique de fidélité, c'est un système où tu débloques progressivement des récompenses au fur et à mesure que tu dépenses, comme un programme à paliers. Par exemple, si j'ai accumulé 2000 points, j'obtiens automatiquement les récompenses des paliers 1000 et 1500, tu vois, sans rien perdre. Mais ici, c'est pas du tout ça. Le Mileage Shop fonctionne comme une boutique classique. Tu dois dépenser tes points pour acheter ce que tu veux. Donc si tu as 2000 points et que tu prends la récompense à 1000, tu as plus suffisamment pour celle à 1500. Bref, on est loin d'un vrai système de fidélité. Au final, ce Mileage Shop, c'est juste une boutique bonus réservée à ceux qui dépensent de l'argent réel, pas un programme de récompense progressive dont, comme je l'imaginais, my bad la team. Et en plus de ça, les prix dans le Mileage Shop sont absolument faramineux. Je pensais que j'allais pouvoir m'acheter quelque chose, parce que même si j'ai mis très peu d'argent dans le jeu techniquement, j'ai quand même acheté des slots de personnages en plus, acheté quelques Battle Pass de temps en temps, payé un petit peu la Zena's Blessing, là dont on parlait, donc je m'attendais que voilà, je puisse m'acheter quelque chose, mais au final les prix sont tellement élevés que ça reste aussi une boutique qui récompense les whales, donc à part si t'as mis des milliers de sons dans le jeu, tu vas rien acheter dans la boutique, quoi. Bref, c'est tout pour le mois d'août, passons enfin au mois de septembre. En septembre, le gros contenu était l'événement Assaut sur le Limlac, un mix de donjons et de raids temporaires avec une boutique pleine de récompenses. C'est aussi là qu'est arrivé le Combat Analyzer, le fameux DPS meter personnel pour suivre ses performances en raid, et le Honor System qui permet de mettre en avant les bons coéquipiers via un classement. Quelques nouveautés plus légères sont également venues compléter le patch, comme des nouveaux skins, l'événement révélation et pas mal de petits ajustements de confort. Mon avis sur tout ça comparé aux 2 mois précédents est malheureusement un peu plus négatif par contre. Déjà, pour ce qui est du raid événementiel Tarkal, bien que je sois globalement content de l'idée d'un événement plus interactif qu'un simple shop à vider, ainsi que d'un raid à une seule gate, mon souci majeur est la qualité du raid, tout simplement. Déjà, le design des patterns du boss sont incroyablement frustrants pour les personnages en back attack, et énormément de patterns de manière générale impliquent une mise au sol de notre personnage, ce qui force un apprentissage rigoureux de ce dernier, comme si c'était un raid sérieux, quoi, comme n'importe quel raid sérieux en fait. De plus, pour une raison que j'ignore, la superbe feature pourtant acclamée massivement à sa sortie, à savoir l'option de raise une fois par run, n'est pas présente dans ce raid. Et en prime, le DPS check, notamment du mode difficile mais aussi un peu du mode facile, n'est pas de tout repos, avec près de 100 millions de DPS requis pour le raid normal e-level 1680 et 200 millions pour sa version difficile e-level 1720. Je sais que pour beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo, ces valeurs ne représentent rien, mais sachez juste que grosso modo, ce n'est pas des chiffres qui s'atteignent en claquant des doigts. Le raid exige que vous fassiez une vraie bonne run overall avec un solide uptime si vous souhaitez le clear. De plus, dans l'ensemble, à l'exception de la mécanique de débris au milieu du raid, même les mécaniques signatures du raid sont très moyennes. La première, consistant à diriger le boss de part et d'autre du terrain pour qu'il ne le recouvre pas de ténèbres, s'étire beaucoup trop longtemps pour son bien et mériterait carrément d'être divisée par 2. Tandis que la dernière, mécanique du boss, est assez confuse pour pas grand chose, résultant en une majorité de groupes se basant sur de la chance pour la passer. Voilà, c'est pas ultra intéressant. En prime, l'absence du système de raise fait encore plus tâche quand on sait que la dernière phase du raid implique un terrain duquel on peut en quelque sorte tomber, ce qui nous tue d'un seul coup en une simple erreur d'inattention. Bref, je n'irai évidemment pas jusqu'à dire que le raid est trop difficile, puisque ce n'est pas le cas, hein, le clear se fait quand même assez facilement au final. Mais dans l'ensemble, je ne pense pas qu'il soit suffisamment facile pour autant, dans l'optique où on est là sur un simple raid événement temporaire qui a pour but principal de faire patienter les joueurs avec un peu de nouveauté et de jolies sommes de gold en attendant le grand méchant Kazeros. Heureusement d'ailleurs que les sommes de gold offertes par le raid sont jolies, justement, parce que sinon, il n'aurait pas grand chose pour lui. Moi je m'attendais à vraiment arriver sur un raid et juste réagir à des patterns rouges au sol, des trucs que j'ai pas besoin d'apprendre, quoi. J'ai juste besoin de réagir et je m'en sortirai correctement tant que je joue à peu près correctement au jeu. Au final, pas du tout. Vraiment, c'est un vrai raid, faut apprendre les patterns et tout, et du coup, c'est un peu frustrant, quoi. Enfin, c'est frustrant pour un raid d'événement. Moi, je m'attendais vraiment à un truc ultra accessible. Au final, pas du tout. De l'autre côté de l'événement, par contre, le Punching Ball, qui est le donjon Narkash, clearable autant en solo qu'à 4, arrive prodigieusement à faire l'exact opposé que le raid Tarkal, c'est-à-dire en étant facile au point de l'ennui, du fait notamment d'une barre de vie beaucoup trop longue, surtout sans support pour buff nos dégâts. Donc d'un côté, on a un espèce de gardien qui est juste trop long pour rien, qui ne te fait rien du tout, c'est un Punching Ball, tu lui tapes dessus non-stop et c'est tout. Et de l'autre, on a un vrai raid vraiment un petit peu dur. Bon, c'est pas vraiment ce que je m'attendais de la part de cet événement-là. Je m'amuse quand même parce que bon, ça reste un nouveau raid, mais dans l'ensemble, je m'attendais pas à ça, quoi. Pour ce qui est du Combat Analyzer, vous connaissez grosso modo déjà mon avis sur la feature depuis ma dernière vidéo. J'ai en effet assez
de mal à comprendre le réel intérêt d'un DPS meter qui n'affiche pas les performances de ses alliés en raid. Alors j'exagère évidemment, hein, puisque dès lors que tu as une vague idée de quelle performance tu es censé faire, tu es supposé faire, le combat analyzer en fait il reste utile, parce qu'il te dit combien de DPS tu as fait. Mais globalement, l'idée selon laquelle on ne devrait pas afficher les performances de ses alliés sous peine de donner naissance à plus de toxicité, pour moi c'est pas une excuse qui est suffisamment valable. Au contraire, pour en avoir été souvent témoin, je suis intimement persuadé que beaucoup de joueurs assez casus ne se rendent pas compte du tout d'à quel point ils sous-performent dans certaines situations et qu'un vrai DPS meter les aiderait en ce sens à s'améliorer. Enfin, pour en finir avec ce mois de septembre pas foufou, et de manière plus générale avec cette partie de la vidéo, le système d'honneur est un échec. Alors j'avoue avoir un peu de mal à comprendre comment il est possible de se rater avec une feature aussi simple, c'est assez ridicule. En gros, pour ceux qui ne seraient pas au fait de cette dernière feature du jeu, comme pour LoL, Lost Ark propose maintenant de pouvoir pousser vers le haut tes alliés à la fin d'un raid. Super idée sur le papier, hein, mais malheureusement, ces gros génies de chez Smilegate ont décidé qu'il serait malin de laisser les joueurs honorer d'autres joueurs dans n'importe quelle circonstance. Donc en gros, au lieu de juste te proposer d'honorer tes mates à la fin d'un raid, le jeu te laisse littéralement honor n'importe qui que tu croises en jeu d'un simple clic sur leur profil. Résultat, un bon million de gros clébards font les mendiants de l'honneur en créant des lobbies de raids intitulés genre Honorez-moi SVP ou en spammant le chat de zone comme des big clowns, en rendant la feature totalement dénuée de sens. C'est comme si sur LoL, tu pouvais cliquer sur le profil de n'importe qui et lui mettre un honneur gratos sans même avoir joué avec lui. C'est complètement con. Imagine le nombre d'honneurs qu'aurait Faker, genre juste parce qu'il y a des fans de Faker, enfin c'est stupide. Enfin, c'est tellement con que je me doute que ça sera modifié probablement avec le LoL Winter, hein. Enfin, en tout cas, à un moment ou à un autre, ça va être modifié, mais quand même, ne pas avoir pensé à ça en amont, c'est assez clownesque. Bref, voilà qui conclut notre première partie de la vidéo consacrée aux mises à jour de cet été. Comme vous l'aurez compris, du moins je l'espère, on a globalement plutôt bien mangé cet été, nous autres joueurs de Lost Ark. Alors certes, tout n'est pas parfait, et de gros changements structurels restent nécessaires à mon sens pour pérenniser le jeu, mais Lost Ark a quand même amorcé cet été un vrai début de trajectoire vers son fameux chapitre 2 post-Kazeros, et j'espère sincèrement qu'ils ne vont pas se rater.